À quoi tu penses? Une émission proposée par Marion Richer, philosophe et écrivain, et Antoine Amarel, responsable de la bibliothèque diocésaine, et réalisée dans les studios de RCF Sarthe par Mathieu Goualard. Nous entamons aujourd'hui une série d'émissions consacrées à la question de l'action, mise en relation avec la pensée. Unifier sa pensée, sa parole et son action n'est pas chose facile, et l'impossibilité d'y parvenir participe certainement au sentiment d'insatisfaction et d'inconfort qui nous habite parfois. L'adage paulinien ne nous le rappelle-t-il pas? Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Dans le domaine écologique, éducatif, social, hospitalier, nous sommes appelés à devoir agir sans délai et à une échelle inédite, tant individuellement que collectivement. Pourtant, nous constatons que cette action peine à se mettre en place. Pourquoi cette paralysie de notre volonté, ce manque de suite dans les idées? Comment relever le défi d'un engagement basé sur une réflexion elle-même véritablement fondée? Cette unification ne passe-t-elle pas en premier lieu par celle de notre être et de notre personne? C'est ce que nous allons tâcher de découvrir en nous appuyant sur quelques figures marquantes qui ont su réaliser cet accord parfait entre pensée et action, entre parole et acte, entre existence et idée. Pour débuter notre réflexion, je voudrais que l'on évoque la figure de Simone Weil, cette philosophe née en 1909 et morte en 1943, et dont l'écrivain et homme politique Maurice Schumann, qui l'a bien connu, disait « Simone Weil était une sublime entêtée. Elle n'a jamais accepté le moindre écart entre la pensée et l'action. » Alors l'harmonisation de la pensée et de l'agir ne présuppose-t-il pas en fait en amont une harmonisation de notre personne? Simone Weil, c'est vraiment l'exemple absolu de l'absence totale de concession. C'est un être d'airain. Elle a été d'une cohérence parfaite entre sa pensée, qu'elle a creusée de façon radicale au sens étymologique, jusqu'à la racine des choses, et entre sa pensée et son action. Elle a été d'une conséquence. La conséquence, c'est vraiment... on va jusqu'au bout de ses idées absolues. Elle en a dépéri, elle en est même morte quasiment de faim, par désespoir de ne pas pouvoir aider la résistance française. Simone Weil, c'est vraiment pour la pensée, elle nous aide à comprendre comment ça se fait à rebours qu'on n'y arrive pas nous. Et son dernier ouvrage, qui est une sorte de testament philosophique, aussi spirituel, s'appelle L'enracinement, donc un plaidoyer pour une civilisation nouvelle, et on y trouve des pistes à rebours de l'inaction actuelle. Elle écrit « Ceux dont la vie intérieure procèdent tout entière d'une même idée sont les seuls qui résistent. » Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on ne peut pas agir si on a plusieurs disques, si j'ose filer la métaphore mécanique, à l'intérieur de nous, si on a finalement plusieurs façons de penser qui concurrentes, plusieurs aussi, non pas seulement façons de penser, mais plusieurs passions ou désirs qui se font la guerre à l'intérieur de nous. Si on est divisé, notre action n'aboutira pas ou ne se produira même pas. Il faut vraiment être trempé dans une seule et même unité. Et c'est ça qui nous donne l'énergie pour le moteur, pour agir, parce que agir suppose un moteur, ça prend des forces. Elle écrit par ailleurs « Jamais aucune action n'est exécutée en l'absence de mobile, capable de fournir pour elle la somme indispensable d'énergie. » Elle écrit plus loin, c'est comme si on voulait faire brûler une lampe à huile sans y avoir mis d'huile. Donc pour agir, commençons par mettre de l'huile dans nos lampes, par bien penser, et pas une pensée. Aujourd'hui, on croit que la pensée, c'est quelque chose d'abstrait, de théorique, qui n'a rien à voir avec l'action. La théorie, c'est la vision, la théoria. En grec, je vois. Et c'est parce que je vois bien que déjà je peux préparer le terrain pour agir. Alors on voit l'importance de l'enracinement, mais le constat qu'on peut faire personnellement, globalement, c'est plutôt celui fait d'un déracinement. On est de plus en plus hors sol. Toutes les dimensions de notre vie, finalement, se retrouvent souvent morcelées et un petit peu hors sol. Oui, elle a écrit ce texte en 1943. Il est encore plus frappant aujourd'hui de constater à quel point nous sommes des êtres déracinés. Or, nous avons un besoin absolument vital de racines. Alors, ces racines peuvent être très multiples. Ça va de la propriété privée, pour selon Simone Weil, à la liberté, à une forme d'ordre, de sécurité, au passé, un rapport au passé. Pour Simone Weil, le plus grand crime, c'est de déraciner notre passé. Un passé détruit ne revient plus jamais. Et pour elle, contrairement à une autre philosophe qui est Hannah Arendt,
c'est le passé qui nous donne directement une vie, la vitalité actuelle. Hannah Arendt a une vision un peu plus souple par rapport à cette question-là. Et donc, si on est déraciné, si on a perdu sa culture, si on a perdu ses traditions, si on a perdu cet art de vivre qui nous est transmis depuis des générations, depuis peut-être même des millénaires par ceux qui nous ont précédés, si on a perdu un rapport à la terre, un rapport à la nature qui est vivant, si on a perdu tellement de choses qui sont notre quotidien aujourd'hui qu'en fait on ne se rend même plus compte qu'on est déraciné, ça crée une fragilité énorme et qui fait que nous sommes des satellites, complètement dispersés dans le monde et sans aucune force pour agir. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. Alors, je propose que nous prenions maintenant le temps d'explorer quelques aspects de la vie de Daniel Cordier, ce résistant et ancien secrétaire de Jean Moulin, qui a fait paraître en 2009 aux éditions Gallimard un ouvrage appelé Alias Caraquella, qui sont ses mémoires. Donc il y retrace son parcours, ses engagements et les nombreuses rencontres qui ont été les siennes tout au long de sa vie. Alors on va écouter un extrait dans lequel il réagit au discours du maréchal Pétain qui annonçait la capitulation française devant les Allemands en 1940. Et on en rediscute après. Ainsi la France est morte sans que j'aie combattu. Comment est-ce possible ? Ma patrie, orgueil de ma vie, la gloire de l'univers désignée par Dieu pour défendre sa foi, pour répandre la civilisation, modèle du genre humain ? Morte à jamais. Brusquement je me dresse. L'information qui m'a terrassé est un cauchemar sans fondement puisque la France est invincible. Les Boches seront impuissants si 40 millions de Français se lèvent contre eux. Il faut soulever le pays d'une fureur sacrée, l'organiser et combattre. Que peuvent quelques centaines de milliers de soldats allemands devant 40 millions de Français résolus ? Je sors observer la foule, place Clémenceau. Les réfugiés sont encore plus nombreux qu'hier. Personne ne pleure, ce qui me choque profondément. Les terrasses des cafés débordent, les magasins sont engorgés. J'ai peine à me déplacer au milieu de cette foule vacante à ses occupations. Ont-ils entendu le discours de Pétain ? Cette passivité me révolte et renforce ma volonté d'agir. Mais comment ? Alors en écho à notre propos de début d'émission, on peut dire que Daniel Cordier, lui, est quelqu'un de profondément enraciné quand survient l'événement de la capitulation. À plusieurs niveaux. Il est enraciné dans une terre, déjà. Il a son amour profond avec le pays où il a grandi, enraciné dans une structure familiale où ses parents lui ont transmis justement cette valeur. Donc ses parents, avant cet extrait, sont eux effondrés par le discours de Pétain. Il est aussi enraciné dans une foi, mais ça, il est très discret dans ses mémoires par rapport à sa foi catholique. C'est pas, semble-t-il, c'est pas directement ça qui le fait agir. C'est ça au départ. C'est une vision de la France, une vision, on veut dire vieille France de la France, qui fait qu'en tout cas, il a une unité intérieure, qui fait qu'il a aussi l'énergie de la jeunesse, la fougue et la foi de la jeunesse. Et au début de ses mémoires, on voit vraiment aussi l'ironie qu'il peut avoir vis-à-vis de ça, puisqu'il va être plein de... impétuosité. Exactement, et il va proposer des choses dont ses camarades vont lui dire que c'est ridicule et que personne ne va le suivre, et il est très ironique vis-à-vis de lui-même, mais il a ce moteur. Daniel Cordier, il a l'unité et le moteur, et ensuite, une fois qu'elle a cette énergie de base, elle va pouvoir trouver à s'insérer dans des situations particulières, dans des rencontres particulières qui vont le faire grandir. Mais il a à la base cette unité et cette force motrice.
Alors on voit dans le texte qu'il est quand même marqué par cette inertie, cette passivité, cette lourdeur de la foule. Lui, ça le bouge intérieurement. Il y a vraiment une réaction qui est quasi physique à cette annonce, un peu comme Germaine Tillion, cette ethnologue qui, quand elle a entendu ce même discours, a vomi. Donc on voit qu'il y a aussi une dimension physique et vraiment cet écart entre son mouvement personnel et intérieur et celui de la foule qui visiblement va qu'à ses occupations. Oui, on le voit se tordre quasiment de douleur, se retourner dans son lit comme un torturé sous le coup de ses émotions et de ses pensées. Et brusquement, je me dresse. Et puis il sort observer la foule, il court voir s'il est à l'unisson de ses compatriotes et s'aperçoit qu'il y a un écart énorme entre sa propre vision et la préoccupation. Les Français, là, de la foule est préoccupée à survivre, à vivre, à organiser le quotidien. Donc il ne voit pas la même chose. Il évoque une passivité. Je pense que ici, on voit un être qui est solitaire, qui n'est pas solitaire au sens d'isolé, parce qu'il est relié, une espèce de constellation invisible derrière lui qui fait qu'il est seul en apparence, mais il a ses racines terrestres et invisibles. Mais c'est aussi quelqu'un qui est capable, et jusqu'au bout il le sera, d'agir seul, avec le seul moteur de ses propres convictions, même s'il est à rebours du groupe. Et ici, je pense que convoquer le gros animal évoqué par Platon est très très important. Alors on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais ce qui m'intéresserait aussi de voir, c'est dans l'itinéraire personnel de Daniel Cordier, en fait, le fait qu'au départ, il est plein de fougue, on pourrait dire que même qu'il a sa première réaction est belliciste, en fait. Finalement, en fait, il va changer un petit peu de cap, et il va pondérer, il va, du fait de ses rencontres aussi, être capable de changer un petit peu sa façon de voir et de se tempérer d'une certaine manière. Complètement. Et c'est la seule manière qu'on lui a appris de résister, c'est de faire la guerre à l'autre, à l'ennemi, donc de tuer, d'être en uniforme, de représenter une nation et d'avoir une action visible, concrète. Et l'extraordinaire chemin de vie de Daniel Cordier, c'est qu'il va s'apercevoir il va être extrêmement important pour cette guerre-là, pour gagner cette guerre, mais en faisant des actions totalement invisibles, en organisant des rendez-vous, en déjeunant avec son patron, avec Rex, donc Jean Moulin, et il va être lui-même décontenancé, il va être défait dans les apparences de ce que c'est que agir pour... C'est pas seulement prendre un fusil et tirer et tuer l'autre, et il va vraiment être retourné même dans ses idées. Il était au départ très royaliste, maurassien, transmission qu'il n'avait pas lui-même interrogée. Vraiment, il va se laisser retourner complètement par ses rencontres. Il a cette humilité incroyable d'être avec ce moteur et cet amour intérieur. Il est capable d'être souple et de s'offrir à ce que la vie lui offre. Et c'est pour ça que qui dit enracinement dit aussi souplesse et fluidité. C'est magnifique chez Daniel Cordier. L'enracinement ne suppose pas une rigidité, quelque chose qui est immuable, qui ne bouge pas, qui est figé. Ça suppose vraiment d'accueillir la transformation nécessaire. Oui, donc les choses ne sont pas sanctuarisées et sont amenées à évoluer à l'intérieur de lui et aussi par les rôles qu'il arrive à prendre successivement dans la résistance. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Alors revenons peut-être un instant sur l'inertie comme frein à l'action. Une inertie telle que celle décriée par Daniel Cordier, celle de la foule en fait. Platon, vous en parliez tout à l'heure, utilise l'image du gros animal dans la République pour désigner le peuple et signifier cette inertie. Alors, est-ce que vous pouvez développer peut-être un petit peu cette idée ? Le gros animal qui est un concept chéri par Simone Veil aussi, qui en voit toute l'importance, surtout au XXe siècle. C'est tout simplement le collectif, mais le collectif négatif, le collectif dévoyé. Le gros animal, c'est ce que nous formons lorsque nous nous agrégeons aux autres sans respecter notre dimension de personne, de sujet, de jeu libre, auteur de ces actions, et qui fait qu'on obéit à l'air du temps.
et sans même se rendre compte qu'en fait, on ne fait qu'obéir à l'air, aux suggestions plus ou moins implicites de la publicité, des médias. On se met à parler parce qu'on a entendu ces phrases-là au cinéma, à la télévision, ou même dans les conversations. Au relais, on est un petit peu des girouettes d'une certaine On manière. est des caisses de résonance du bruit du monde. Et il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de sujet libre. Et c'est le pire ennemi, pour Simone Veil, c'est le pire ennemi de l'action, de la liberté et de l'humanité. Donc c'est la dissolution du je dans le nous, ou peut-être même du on, le oui, on, qui est dans le encore on. plus indéfini. Informe, insinueux. Le nous, il y a vraiment une communauté. Le nous suppose une communauté de solitaires, de personnes. Le on, c'est vraiment Le pire. Oui. Arrêtons-nous à présent sur la figure de Milena Jesenská, cette écrivaine, journaliste et traductrice, notamment de Kafka, d'origine tchécoslovaque, qui fut elle aussi résistante et qui mourra en déportation dans le camp de Ravensbrück après son arrestation. On écoute un extrait de sa biographie écrite par Margaret Buber-Newman, un extrait qui témoigne tant de son caractère que d'une certaine idée du collectif. Un jour, Milena arriva en retard à l'appel. C'était une faute grave. Peut-être aurait-on fermé les yeux si elle était arrivée en toute hâte, consciente de sa faute. Mais non. Elle arriva sans se presser, décontractée, détendue. Du coup, la SS sortit de ses gonds. Furieuse, elle s'élança vers Milena, levant déjà la main pour la frapper au visage. Milena ne bougea pas, la regardant de haut en bas, droit dans les yeux. La mégère laissa retomber son bras, presque saisie d'un sentiment de culpabilité, comme clouée sur place. C'était souvent la conduite d'un détenu qui faisait qu'il était frappé ou non. On peut dire sans exagération que de nombreux visages, avec leur expression craintive et servile, appelaient les coups des SS. C'est l'essence même de l'angoisse, disait Milena. On ne peut pas rester en place. Simplement, en restant debout, je fais face calmement à ce que je ne connais pas. Je me prépare à affronter cet inconnu. Mais pour pouvoir le faire, il faut de la force. Et cette force, l'individu ne l'a qu'aussi longtemps qu'il ne sépare pas son destin de celui des autres, qu'il ne perd pas de vue l'essentiel, qu'il a la conscience profonde d'appartenir à une communauté. Dès qu'il n'est plus qu'une conscience isolée, il cherche dans son âme un prétexte pour s'évader. La solitude est, peut-être, la plus grande malédiction qui existe sur Terre. Alors j'aime beaucoup cette phrase de cette force de l'individu ne l'a aussi longtemps qu'il ne sépare pas son destin de celui des autres. Donc ça montre aussi que face à la dureté faite de la vie dans les camps, face au processus de déshumanisation voulu par les nazis, Milena Jesenská oppose en fait l'importance de garder le cap d'un collectif en fait. Et le danger qu'elle met peut-être en avant, c'est le risque de l'atomisation d'une société. Là, c'est une société particulière, mais peut-être plus généralement de notre société. Ce qu'il y a de fascinant, vraiment extraordinaire dans ce témoignage, c'est qu'on voit vraiment un être qui est capable de retourner les lois tacites, les lois du plus fort du camp, qui font que une certaine attitude intérieure appelle un surcroît de violence de la part des tortionnaires, des SS. On voit une Milena, une femme qui ne bouge pas, qui fait face, qui regarde, qui est présente et qui du coup dissout la haine ordinaire du camp. Donc il y a une solitaire, une femme exceptionnelle du témoignage de Margaret Buber-Neumann. C'était une femme vraiment exceptionnelle par ce charisme, cette personnalité qu'elle avait, capable de dissoudre les lois de la jungle ordinaire. Mais ce qu'elle explique à la fin, c'est encore plus incroyable, c'est qu'elle a cette force, pas parce que qu'elle est née justement par hasard avec ce caractère-là. Elle puise l'énergie de faire face, l'énergie de dissoudre les lois invisibles du plus fort dans un lien à la communauté. Pour elle, c'est la Tchécoslovaquie, c'est Prague, c'est les cabarets de Prague, c'est tout un tissu, une constellation invisible de mémoire, de liens, d'amour, qui font que tout ça font qu'elle a cette force-là. Donc il y a vraiment une communauté au sens positif, un collectif au sens vraiment positif de ce qui nous supporte, ce qui nous soutient, ce qui nous pousse en avant. Elle montre bien un des dangers qui sont à mon avis une des causes très très massive de l'inaction actuelle, c'est que nous avons été totalement atomisés. C'est ce sentiment d'appartenir. Alors la communauté, ça peut être un pays, mais ça peut être tout simplement la communauté humaine, le sentiment d'appartenir à une humanité, d'appartenir au vivant, de faire partie à part entière du monde vivant, avec non pas ses hiérarchies, mais ses altérités. Tout ça, nous ne l'avons plus.
parce que nous sommes dans un modèle où l'individualisme et l'atomisation font on se vit séparés, avec toute l'angoisse bien décrite par l'art tout au long du XXe siècle que ça suppose. Il y a aussi un autre élément dans le témoignage de Milena, c'est peut-être une autre racine de l'inaction, c'est le sentiment que nous ne valons rien. À quoi bon que finalement notre action ne changera rien au monde, nous ne nous valorisons pas, nous avons perdu ce que le psychanalyste Alfred Adler nomme le sentiment de valoir. On vaut quelque chose, donc nous avons un prix, notre parole pèse, notre action changera les choses. Et ça, l'industrialisation du monde nous persuade de ne pas compter, que nous sommes des machines, des numéros remplaçables, et que notre voix ne compte pas, que nous n'avons pas d'effet, notre action n'a pas d'effet. Et on voit ici que Milena a une conscience de sa valeur en tant que personne. Elle a un amour d'elle-même, mais pas un amour narcissique, mais vraiment une estime d'elle-même, un respect d'elle en tant que personne. Parce que le risque, en fait, c'est qu'il y ait une forme de découragement par rapport à ce que vous décrivez, qui fait que justement, à travers ce découragement, il y a une décorrélation entre la volonté, une pensée, un enracinement et un agir. Ça, c'est un véritable risque. On ne sait pas qu'est-ce qui est l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui commence en premier, le sentiment que nous ne valons pas, ou alors l'inaction ou le découragement. En tout cas, il y a vraiment une des clés, c'est vraiment cette atomisation, cette absence de sentiment de valoir quelque chose qui pour Adler n'est pas... Pour Freud, c'est la libido, l'énergie première. Pour Adler, c'est je compte, j'ai du prix. Et ça, ce sentiment d'avoir du prix, c'est vraiment un ancrage intérieur qui est mis à très rude épreuve aujourd'hui, depuis plus d'un siècle quand même. Alors nous nous retrouvons la semaine prochaine pour explorer d'autres versants du couple pensée-action. Nous nous pencherons plus particulièrement sur le lien entre foi et engagement. Nous nous quittons sur les notes de l'Ode à la Lune du compositeur tchèque Antonín Dvořák. À bientôt. Sweet